morose qui précédait cette apothéose, il y avait peu de raisons de se réjouir. De sa fenêtre, il voyait un sac en plastique orange poussé par un violent vent d'ouest, et n'était pas tenté de sortir. Pourtant, il ne tenait pas en place, sans doute le contre-coup de sa mauvaise nuit. Il songea à tenter une fois encore de joindre Mrs. Gardner. Au lieu de quoi, il téléphona à Sarah. « Sarah, comment vas-tu ? Au fait, c'est Paul. Je sais bien que c'est Paul. Comment je vais ? Je suis fatiguée, très fatiguée. Ah, à notre âge, ce sont des choses qui arrivent en silence. Il est vrai que tu es bien plus jeune que moi. » Elle eut un rire ironique. « Tu ne changes pas, toi. Je me demandais si je pouvais t'inviter à déjeuner. Il y a une raison particulière, c'est mon anniversaire. J'avais pensé à deux Ivy. » Elle rit à nouveau. « Jamais tu n'auras une table à deux Ivy 11-0 ou au Caprice. Les associés m'y ont invité quand j'ai pris ma retraite. Ce n'était pas mauvais, je me demande. 164, retrouve-moi là-bas et je te raccompagnerai. Tu n'auras rien à faire, je verrai. Je n'aime pas trop m'engager par les temps qui courent. Il faut se forcer un peu. Crois-moi, je peux me mettre à ta place. Mais les médecins disent que c'est très important de garder ses contacts. Il paraît que rester sociable. Je sais ce qu'ils disent. Je lis les journaux. Moi aussi 1111, c'est important de garder ses vieux amis. Mauvaise nuit. Oh, écoute, Sarah, tu n'es pas grabataire. Tout ce il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui alors, qu'est-ce que tu décides point? Je ne sais pas. Comme je te l'ai dit, j'ai une que je te propose, c'est de sortir 2 heures en milieu de journée. Tu ne vas pas me faire croire que tu n'en as pas la force. Si c'est ton anniversaire. Oui, c'est effectivement mon anniversaire à Ugior, il avait envie d'en finir. Bon anniversaire, dit-elle d'un ton morne. Ça te fait quel âge? Quelques années de trop. Ne parlons pas de ça. C'est toi qui as abordé le sujet. Oui, eh bien, je le regrette. Il le regrettait profondément en effet. Ayant banni la réflexion, il n'avait pas envie de se rappeler les anniversaires précédents, passés seuls ces derniers temps, sans rien pour marquer l'accent 65 étranger Casson. Pourtant, il se rendit compte qu'il avait envie de la voir. Peut-être l'aimait-il encore. En tout cas, il n'était pas disposé à la laisser partir. Ce serait trop facile, et s'il n'avait pas de projet d'avenir, il était toujours bien décidé à investir que dans le présent. Depuis peu, il lui semblait important d'apporter des changements à sa vie, et il savait que même si leur rencontre était peu satisfaisante, Sarah ne s'en remettrait pas moins instinctivement à lui. Déjà, il sentait son bras sous le sien, ses doigts qui cherchaient les siens. Pourquoi pas aujourd'hui? Je réserverai. Je te retrouverai vers midi, d'accord à sa voix. Elle parut surprise, non seulement par son comportement à lui, mais par elle-même. Et encore une fois, bon anniversaire. Il fut le premier à raccrocher, trop exaspéré pour continuer à se montrer persuasif. S'ils en étaient arrivés là, à quoi bon insister? Mais dans le silence qui suivit son geste, sa contrariété s'effaça. Ce n'était que la manifestation de leurs attitudes différentes face à la vie. Leur liaison avait été légèrement combative, ce qui faisait partie de son charme. Il était absurde d'espérer que tout serait comme avant. Ils avaient tous deux changé, ou plutôt été changés par le passage du temps, un sujet qui ne pouvait plus être éludé, même s'ils devaient éviter de l'aborder pour ménager leur propre résistance. Peut-être n'étaient-elles pas si différentes, ces deux femmes. Elles avaient la même obstination récalcitrante. Malgré des origines différentes, leurs vues et leurs attitudes paraissaient avoir bien des points communs. Il avait tout à fait conscience de manque et d'épaisseur à 166 étrangers leurs yeux. Mais elle ne parvenait pas totalement à rejeter, ou plus exactement, elle se méfiait de sa récence, qui pouvait être le signe d'un jugement dont elle n'avait pas envie de faire les frais. Mais toutes les d'elles avaient une insensibilité qu'il ne pouvait qu'admirer. La nuit précédente, il avait fait un curieux rêve, qui l'avait laissé perplexe au réveil. Dans le rêve, un ami se faisait visiter un appartement, ayant entendu dire qu'il cherchait plus grand que le sien. L'appartement était agréable, mais avait besoin de quelques travaux. Le pièce était plus grande que celle dont il avait l'habitude. Il était presque décidé à le prendre lorsqu'il avait remarqué que la chambre était aveugle. Les implications de ceci, comme celles de l'âge, n'étaient que trop claires. Si l'amour devait mourir et il pensait à l'amour dans son sens le plus large, le plus complet, alors une partie de lui-même ne s'en remettrait pas. 18 Cependant, ce déjeuner ne devait pas être une réussite.
Il le devina dès qu'il la vit, la résignation inscrite sur le visage. Assurément, elle avait fait un effort en son honneur. Elle était habillée avec élégance, jupe bleue marine, veste à rayures, et elle était allée chez le coiffeur, ou du moins le supposa-t-il, car elle avait les cheveux sévèrement tirés et coiffés en chignon haut. On était loin des cheveux faux et dénoués dans lesquels il aimait autrefois glisser les doigts. Le plus alarmant, c'était la canne sur laquelle elle s'appuyait en traversant le restaurant. Il se leva, espérant que son visage ne trahirait ni l'inquiétude, ni la déception. Oui, la déception. Ce numéro n'était-il pas un peu forcé? Elle n'était pas une vieille dame, seulement une femme qui avait été belle et qui approchait des 70 ans. Quant à lui, se dit-il, il n'avait pas beaucoup changé, il avait les cheveux gris, certes, mais était encore bien droit. Il rectifia son expression, afficha un sourire de bienvenue, bien qu'il regrettât cette invitation et il la regrettât sitôt formulée. Mieux aurait valu laisser passer l'occasion 168 en rien dire, et sortir tout seul. Au lieu de quoi, il se tait, rouvé dans une situation que ni l'un ni l'autre ne désirait, et qu'il devrait supporter jusqu'au moment où il pourrait rendre Sarah aux occupations qu'elle aurait manifestement préféré choisir pour elle-même. C'est très gentil d'être venu, dit-il lorsque les TH tenus leur furent présentés. J'espère que tu as faim. Tu sais, je déjeune rarement, mais c'est ton anniversaire, j'apprécie l'effort que tu as fait car c'était à l'évidence un effort. Pourquoi cette canne, Sarah? Elle me rassure. Je ne suis pas très à l'aise seule dans la foule, ou pour traverser les rues, entre autres lieux. Mais ma chère Sarah, tu n'es pas malade? Si, je n'en sais rien. Tu as consulté? Oh, bien sûr. Les médecins disent que c'est lié à mes fausses couches, surtout à la dernière. Fait enfin, ça doit remonter à un certain temps. Oui, mais ça m'a changé. De façon définitive, je ne t'ai jamais considéré comme très maternelle. Moi non plus. Je n'avais pas vraiment de désir d'enfant. Mais quelque chose de bizarre s'était passé. Je savais que je ne serais plus jamais la même. Et je n'avais plus envie de faire l'amour. Tu imagines? Difficilement. Quand une femme ne s'intéresse plus au sexe, elle est finie. J'en étais arrivée à considérer tout ça comme une activité grotesque. Ça a détruit mon couple. Tout ce que je voulais, c'était être seule sans 69 étrangers et pourtant, vous avez été heureux. On s'entendait bien. Il n'était pas le grand amour de ma vie. Mais tous les deux nous aimions la maison, notre vie en France. Sans lui, ce n'est plus pareil. Le maître d'hôtel s'approcha de la table. Vous avez choisi, monsieur Sarah, la sole grillée est bonne, je crois me souvenir comme tu veux. Une sole? Oui, pas de vin pour moi et maintenant je me débrouille. L'argent? Oh, je ne suis pas dans le besoin, si c'est le sens de ta question. Toi non plus, à ce que je vois. Tu n'as pas changé. Moi si, je le sais, ne dis pas le contraire. Je sais ce que tu penses. Il était en fait consterné de la voir ainsi. La femme si vibrante qu'il avait connue, toujours présente à son souvenir, était visiblement lasse, presque vaincue. Ce qui était presque aussi regrettable que son indifférence, c'était son incapacité apparente de se mettre à la hauteur de la situation, de jouer son rôle de femme et de lui renvoyer la balle, de lui poser une question quelconque sur lui-même. Comme il l'aurait tant souhaité, ne fût-ce que pour faire renaître leurs anciens échanges. La morgue à laquelle il était habitué lui manquait. Force lui était de reconnaître que Sarah avait changé au point d'en être méconnaissable. Et la cause, à son avis, n'était pas seulement la maladie, mais quelque chose de moins 170 étrangers matériels, de moins facile à admettre, l'irruption de la mémoire, le fait de vieillir. La comparaison qu'elle ne pouvait éviter de faire entre passé et présent, comme si un trait avait coupé sa vie en deux, la forçant à regarder une évidence à laquelle elle était incapable de se rendre. Alors qu'il avait jusqu'alors réussi à fuir l'évidence en question, Sarah, elle, emportait la marque et restait inconsolable. Je suis désolé, dit-il en reposant sa serviette. J'étais loin de me douter de ça. Le contraire aurait été étonnant. Tu es un homme. Je refuse de me laisser culpabiliser pour la seule raison que je suis un homme. Je me souviens si bien de toi, l'amour de ma vie. Ce que tu as dû me trouver ennuyeux, elle sourit. On ne va pas revenir là-dessus. Nous savions l'un et l'autre à quoi nous en tenir. Et maintenant, c'est fini, comme tout le reste. Oh, Sarah, ne dis pas ça, je t'en prie. Il faut continuer à vivre, que ça nous plaise ou non. Toutes les amitiés sont précieuses. Nous y renonçons à nos risques et périls. Nous avons besoin l'un de l'autre. Enfin, moi,
J'ai besoin de savoir que tu fais encore partie de ma vie. Ce n'est pas facile pour moi de dire ça. J'imagine que je suis maintenant tout aussi ennuyeux que tu m'accusais de l'être à l'époque. Ma vie est ennuyeuse, je dois l'admettre. Et il est facile de se décourager. Il faut faire d'énormes efforts. Je comprends très bien ce que tu dis. Je suis désolé de t'avoir déçu. 171 étrangers tués ici, c'est tout ce qui compte. L'addition, s'il vous plaît, dit-il d'une voix qui, à sa grande surprise, était parfaitement posée. Peut-être ai-je trop insisté. C'était sans doute une erreur, pas complètement. Tu as toujours été rassurant. Et c'est étonnant de voir à quel point tu as peu changé. Comment as-tu fait? Il soupira. Je n'ai jamais été doué pour le changement. Je suis ennuyeux, au sens plein du terme. Patient, consciencieux, tu vois le registre. Il me manque, ma foi, ce qu'il faut pour réussir sa vie. Je ne suis pas aigri, enfin, pas complètement. Mais je sais qu'il manque l'essentiel à ma vie. Enfin, ne parlons pas de ça. Ça ira, dit-il à l'intention du garçon. Merci, monsieur, viens, je te raccompagne chez toi. Mes essais sont à Cannes, Sarah, je t'en prie, si tu me donnes le bras. Toujours ils marchèrent en silence, retardant le moment de se quitter. Enfin, en soupirant, il est là un taxi. Quand pars-tu en France? Sans doute à Pâques. Si tu veux venir, tu es vraiment le bienvenu. J'y resterai quelques mois, peut-être plus, et je serai ravie de te voir. Je me sens parfois très seule. Ça ne m'arrivait jamais autrefois. C'est pour ça qu'il est si important de ne pas se perdre de vue. De pas perdre de vue ce que nous étions, ce que nous sommes devenus. Encore que ça, ce soit plus difficile. Je ne veux pas te perdre. 172 FTI, même tel que je suis aujourd'hui, tel que tu es aujourd'hui. Nous avons changé l'un et l'autre. Je suis un raseur et toi, ma foi, j'ai souvent pensé que tu n'avais pas de cœur. Je vois aujourd'hui que, accent circonflexe, tu étais bien plus courageuse que moi. Je dois t'aimer encore. Sans clouter lui étreignit la main. Voilà un taxi. 11 ne m'arrivera rien si tu le dis. Moi, je vais marcher un peu. Je t'appellerai. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Mais cet adieu était trop jovial, trop prosaïque. Il avait hâte maintenant de se retrouver seul. Sans elle, il pouvait penser de façon plus claire, plus philosophique, et retrouver mentalement sa solitude naturelle. Il agita le bras jusqu'à ce que le taxi eût disparu, puis reprit le chemin du retour, malgré le vent qui s'était levé et les gouttes qui promettaient un après-midi pluvieux. Le temps semblait tout à fait accordé à son humeur. Sans l'avoir prémédité, sans même avoir réfléchi, il s'était aventuré en terrain dangereux. Il fallait se rendre à l'évidence, elle n'était plus désirable, et lui ne s'était jamais débarrassé de ses handicaps de départ. De plus, ils étaient vieux, et à cela, il n'y avait aucun remède. Les paroles réconfortantes qu'il lui avait adressées étaient tombées à plat, comme elle le méritait. À cet égard, elle était plus lucide que lui, et comme toujours, sans concession. Ils avaient dû se rapprocher, pensa-t-il, car elle avait laissé paraître un pessimisme qu'elle avait eu jusqu'à présent. Et ce qu'elle disait était 173 vrai, il se dégageait d'elle une impression de fatalisme, alors qu'autrefois, elle n'hésitait jamais à prendre l'initiative. D'ailleurs, ces moments d'exaspération à lui, si bienvenus qu'ils fussent, faisaient de lui un compagnon moins agréable. Ainsi, il ne l'avait pas raccompagnée jusque chez elle, et il savait qu'il se reprocherait activement ce manque de savoir-vivre qui ne lui ressemblait pas. Il était moins réceptif aux exigences des diverses situations, tout comme il l'était moins aussi à d'autres phénomènes, notamment aux œuvres d'art. Il tolérait mal l'artifice et ne se satisfaisait que d'une transparence chargée de sens. À cet égard, leur conversation avait fait mouche jusqu'à un certain point, même si elle avait été un échec par ailleurs. Lorsqu'il arriva à Hyde Park Corner, la pluie tombait drue, cette pluie glacée du début de printemps. Chaque matin, en se réveillant dans la lumière triste, en regardant sa petite chambre, il éprouvait un grand désir de soleil, dont il se sentait privé depuis trop longtemps. Quand il se levait et se préparait pour la journée, il n'éprouvait que de la résignation. Même ce matin, la perspective de voir Sarah n'avait pas amélioré son humeur. Elle ne lui avait pas manqué activement, et il n'avait pas été très impatient de la voir. Elle avait fait surgir des vérités dégradantes, et il n'avait pas apprécié non plus ses confidences, dégradantes elles aussi. On devrait interdire le type de conversation qu'il venait d'avoir. Le désir de transparence n'était pas toujours récompensé, et il avait constaté chez elle certains changements.
Elle semblait ne plus se soucier de son 174 étrangers opinions, ni de celles d'aucun homme. Ce qui subsistait entre eux, c'était le sentiment que chacun pouvait avoir pour un vieil ami, connu depuis l'enfance et gravé dans la mémoire. Sans doute irait-il la voir en France, si l'invitation était renouvelée, mais pour l'instant, il savait qu'il serait mieux seul, ou en compagnie de ces étrangers qui étaient à leur insu les habitants de sa vie quotidienne. Pour l'heure, il devait faire face à des préoccupations plus prosaïques. Il était mouillé, la pluie ruisselait de ses cheveux dans son col. Il éprouvait un certain réconfort à l'idée de rentrer, de se changer pour rester chez lui le reste de la journée. Il avait un début de mal de tête, l'une de ces migraines dont il souffrait dans sa jeunesse et qui ne s'était plus manifestée depuis un certain temps. C'était un jour pour valétudinaire, un jour pour se dorloter. Il appellerait Sarah dans la soirée afin de s'excuser de ce qu'il ressentait comme un faux pas, à moins que le vrai faux pas ne fût l'invitation elle-même. En réalité, il n'avait pas grande envie de lui parler. Séché, réchauffé, il passa un vieux pull vert, se mit devant la fenêtre et appuya son front contre la vitre pour essayer de soulager la douleur sourde, et aussi pour voir des signes de vie. À sa grande horreur, il aperçut Mrs. Gardner en train de tourner le coin de la rue et de se diriger vers chez lui. Il vit aussi qu'elle avait remarqué sa silhouette à la fenêtre. Elle agita le bras, avec toutes les apparences de l'enthousiasme. Résigné, il lui fit signe en retour. À l'évidence, c'était son jour de compagnie féminine. Quelle chance, s'exclama-t-elle en se débarrassant de son foulard. Vous faisiez du thé, je ne vous dérange pas, j'espère, dans la cuisine? Il se dit que c'était la première question qu'elle lui eût jamais posée. Non, non, pas du tout, répondit-il en revenant avec le plateau. Mais vous savez, il a un peu mal à la tête. Et comme je n'ai pas d'aspirine, je vais devoir aller chez le pharmacien. J'en ai toujours dans mon sac. Tenez, prenez ces 2 comprimés. Il fut absurdement reconnaissant de cette attention si peu habituelle chez elle. En fait, il lui savait gré de se comporter si normalement. Comme toujours, elle semblait tout à fait à l'aise face à cet homme qui lui demandait si peu. Elle paraissait le croire susceptible de résoudre ses problèmes à elle, même si ceux-ci ne semblaient guère la gêner. Comment trouvez-vous l'appartement, demanda-t-il. Il est confortable. Oh, horrible, répondit-elle gaiement. Il m'a toujours paru plutôt agréable quand j'allais y voir ma cousine. C'est tellement plus grand qu'ici. Alors, s'il vous plaît tellement, pourquoi ne faisons-nous pas l'échange? Vous pourriez aller là-bas et moi, venir ici. En voyant son expression horrifiée, elle se mit à rire. Je plaisantais, j'espère bien. Vous savez que je cherche un travail en centre-ville. Ça n'est pas commode de faire tout ce trajet. 176. Où en êtes-vous de vos recherches, héros? J'ai plusieurs pistes, et je consulte un avocat à propos de ma situation financière. Pour l'instant, je vis de la générosité des uns et des autres. Vous avez toujours votre pension? Oui, mais comme je vous l'ai expliqué. Oui, certes, mais les frais d'avocat risquent d'être au plus élevés que vous ne l'imaginez. C'est un ami. Je ne pense pas que ça me coûtera un centime mercredi. C'est vous qui voyez. Il avait hâte qu'elle parte, hâte de se retrouver seule. Curieusement, ses habitudes de solitaire étaient profondément ancrées. Maintenant, il n'avait plus qu'une envie, se retrouver dans l'intimité de son petit espace. Même les inévitables mauvaises nouvelles de la radio vaudraient mieux que ces femmes de plus en plus assommantes. Et il se demandait si elle plaisantait vraiment quand elle lui avait proposé un échange d'appartements. Derrière ses réflexions les plus légères, on sentait une volonté d'acier. Il se demandait ce que son mari pensait d'elle à présent. Cela dit, c'était le problème de son mari. Encore qu'elle ne parût pas penser qu'elle pouvait représenter un problème pour quiconque. Alors, ce mal de tête, il est parti sans quitte-t-elle, souriante. Bon, eh bien il faut que je m'en aille maintenant, ça n'est pas la porte à côté, poursuivit-elle avec un soupir théâtral. Bon, si vous changez d'avis, n'y comptez pas. Elle ne broncha pas. Une fois de plus, il l'admira. 177-19 échanger la perspective d'autres avenirs car il ne doutait pas de l'opiniâtreté de Mrs. Gardner faisait ressurgir l'idée du foyer, ce lieu d'élection qu'il n'avait jamais atteint et auquel il avait toujours aspiré. C'était l'objet de ses premières réminiscences, si familières. Non que le foyer de son enfance ait été satisfaisant, au contraire. Il l'avait échangé avec empressement contre ce petit appartement anonyme, et s'était ainsi cru libéré d'associations déplaisantes. Maintenant, il se rendait compte qu'un foyer sans souvenir n'en était pas un. Il avait cru que cet appartement représentait le premier pas vers une vie meilleure,
un lieu qu'il serait heureux de considérer comme le sien, où il se ferait un plaisir d'inviter des amis et qui, idéalement, serait assorti de tous les attributs de la vie de famille, au lieu de quoi il restait un refuge temporaire, rien de plus. Rien ne l'empêchait de déménager, mais l'idée lui répugnait, et à la vérité, un autre lieu poserait les mêmes problèmes. Il devait admettre que son appartement actuel correspondrait parfaitement aux besoins de Mrs. Gardner. Pour Nébus 179 étrangers le qu'ils fussent, elle cherchait des faveurs et ne voyait pas pourquoi on ne les lui offrirait pas. Elle semblait n'avoir aucun mal à trouver des asiles temporaires, pour la simple raison que ses propres besoins passaient avant ceux des autres. Ce don inestimable réduisait à néant toutes les objections possibles, et avait failli avoir raison des siennes. Seul un sens quasi primitif de la propriété l'avait empêché de lui céder, et il lutterait pour le présévère. Mais c'était une lutte pour laquelle il n'avait aucun goût. Des deux femmes, il devait reconnaître que Mrs. Gardner était la plus amusante. Sa façon résolue d'éluder les questions trop précises allait de pair avec son amour de la liberté, un amour qui s'évapore en général à l'âge de la maturité. Or elle l'avait conservé. Quand il l'avait rencontrée dans l'avion pour Venise, il l'avait trouvée agréable, sans plus, une femme ordinaire qui allait rejoindre des amis, et semblait mener une vie normale. Au fil du temps, cependant, ses amis s'étaient multipliés, bien qu'anonymes, n'en étaient pas moins omniprésents. En restant insaisissable, Mrs. Gardner parvenait à s'exonérer de toute obligation, méthode préventive, au sens où elle la désignait comme non coupable, et cela semblait bien la servir. On trouvait son compte à s'accompagner en la regardant exercer sa volonté, ce qui était une source inépuisable de fascination. Du moins avait-il réagi ainsi. Il voyait dans le manque de curiosité de cette femme une armure contre les incursions du monde. Tout en réprouvant sa conduite, il ne remettait pas ses qualités et reconnaissait en elle une authentique étrangère source d'énergie, une force de la nature. Pourquoi sinon s'était-il levé devant chez Florian afin d'essayer de l'arrêter au passage, comme s'il avait instinctivement perçu sa détermination foncière et souhaité l'imiter. Quant à sa pauvre Sarah, c'était une cause perdue. Il ne connaissait pas grand-chose aux maladies des femmes et n'avait aucune raison de douter des explications qu'elle lui avait données sur son état. Mais il y avait dans celui-ci quelque chose qui lui paraissait manquer de dignité. La femme qu'il avait connue jadis aurait méprisé le pathétique, et frémi en entendant parler de maux du corps, de pathologie. Le mépris était toujours là, mais incongru, juste suffisant pour lui rappeler désagréablement le passé. Pourtant, il ne pouvait ignorer le changement qui s'était opéré en elle et devait repousser la compassion qu'il aurait pu éprouver pour toute autre femme dans la même situation. Il ne souhaitait pas connaître les stratagèmes qu'elle employait pour arriver au bout de la journée, admettait qu'ils étaient peut-être laborieux, voire déplaisants. Comparé au réalisme noir de Sarah, l'absence de complexité de Mrs. Gardner brillait de tout son éclat, comme lors de leur brève rencontre à Venise. Ce n'était que depuis leur premier face-à-face qu'il avait pris conscience que sa façon de voir les choses était beaucoup moins transparente que celle de Sarah, en qui il reconnaissait toujours la femme qu'il avait connue jadis, malgré sa métamorphose peu flatteuse. Dire qu'il avait espéré que l'une de ces deux femmes le sauverait de lui-même. Il voyait clairement que ceci était une illusion, un fantasme sans aucun doute. Pour 181 étrangers temps, la nostalgie subsistait, et même le schéma mental, curieusement indélébile, le foyer idéal, la compagne idéale. Et se posait la question corollaire, pourquoi l'une des deux voudrait-elle de lui? Aujourd'hui, les femmes ne cherchaient plus un mari comme autrefois. Elles étaient beaucoup trop occupées à affirmer leur indépendance. Il poussa un soupir d'irritation en lisant ses journaux du matin, où s'étalaient les récits de règlements financiers pour des divorces, ou les problèmes inhérents aux relations sexuelles ou à leur absence. Les femmes n'étaient plus redevables à quiconque, une relation n'était ni plus ni moins qu'une relation. Et pourtant, il savait que Sarah et Mrs. Gardner souffraient l'une et l'autre de manque. Le problème, c'était que leur code de comportement leur interdisait de les admettre. Ceux de Mrs. Gardner étaient matériels et flous, elle voudrait toujours plus, ou peut-être autre chose. Ceux de Sarah étaient plus difficiles à identifier. Elle donnait l'impression d'être foncièrement déçue, insatisfaite. Aucune des deux ne semblait regretter l'absence d'enfants, alors qu'il se rendait compte que lui, si. Pourtant, le genre de vie de famille qu'il désirait ne rencontrait aucun écho chez l'une ni chez l'autre.
Ce que Sarah voulait et avait toujours voulu, c'était un homme de sa classe à elle, supérieur à sa classe à lui. Une position inconfortable pour lui, aujourd'hui comme alors. Avec son milieu petit bourgeois et ses goûts fondamentalement petits bourgeois, il n'avait pas fait le poids. C'était cela, son défaut essentiel, sa personnalité était accessoire. Il avait voulu ignorer ce problème tacite, 182 nez chacun en avait tête conscient, et un n'était peut être un corps. Ce qui passait pour de la morgue n'était que de l'assurance de classe, et l'incapacité où il s'était trouvé de la partager, un vestige de ses origines modestes. Ce sujet n'avait jamais été abordé, mais il persistait séparément, comme une donnée. Ce n'était que maintenant, alors qu'il avait des préoccupations beaucoup plus sérieuses, que le problème était enterré. Enterré, mais pas éradiqué. Son meilleur compagnon, se disait-il, pourrait être un jeune enfant auquel il apprendrait la vie, mais aussi les règles de bonne conduite. Cet enfant serait un garçon, 4 ans ou plus peut-être, et il ferait ensemble de longues promenades méditatives, observerait les œuvres de la nature, les scarabées et les écureuils par exemple. Sa réserve d'amour pourrait être investie dans cet enfant, dont il n'attendrait rien en retour. Il partagerait l'innocence, un idéal, assurément, mais aucun enfant n'était disponible, ce qui le laissait face à des adultes, avec leurs programmes ennuyeux, leurs insatisfactions, leurs peurs. Quant à ses propres peurs, elles ne suscitaient aucune attention chez ses partenaires putatives, dont le manque de curiosité lui semblait maintenant anormal. Au cours de ces nuits de plus en plus insomnieuses, il aspirait à un réconfort purement physique, quelle qu'en fût la source. Son dilemme était donc insoluble, qu'il s'agit de retenir l'illusion de l'innocence parfaite ou de rechercher l'illusion alternative d'une association de circonstances, qui serait inévitablement un compromis. 183. Il constata non sans tristesse qu'il avait fort peu changé, et qu'on changeait fort peu en l'absence du huitière qui vous renvoyait votre image. La seule cordialité, la seule convivialité dont il avait fait l'expérience, il avait connu dans son travail. Au milieu d'hommes avec qui il pouvait au moins échanger les nouvelles du jour si la compagnie de ses collègues s'était révélée un succès d'année, quelle importance, ils avaient été utiles. Même le fait de prendre le bus l'avait délivré de la solitude de son appartement, même la tasse de café prise dans le petit bistrot près de la banque l'avait réconforté. C'était là qu'il avait eu ses premiers contacts avec ces étrangers qui, pensait-il, lui porteraient secours s'il venait à s'effondrer dans la rue comme Stendhal. Ceci ne s'était encore jamais produit, mais il avait le réflexe de regarder autour de lui pour se prémunir contre pareille éventualité. Le réflexe était toujours en place, il quittait toujours l'appartement le matin avec un sentiment de délivrance, maintenait une forme réduite de cordialité avec des inconnus. Quand il pensait à tout cela, le désir de changement devenait une priorité dans son esprit. Quant à la façon de passer à l'acte, elle restait floue et les choix qui s'offraient à lui étaient pitoyablement réduits. Pourtant, il devait changer, même si cela signifiait épouser une femme avec laquelle il ne s'entendait pas très bien. Et même s'il faisait un mauvais choix, il apprécierait le luxe du conformisme, le plaisir de faire partie de la majorité. Il ne doutait pas d'être capable de jouer son rôle. Le conformisme faisait partie de sa nature. Pour lui, ce n'était pas une faiblesse, mais au contraire, une 184 étrangers force, une qualité recommandable. Il aurait grand plaisir à devenir membre de ce troupeau cordial et sans curiosité dont il cherchait à se faire valider, accepter, en partageant ses us et ses coutumes. La seule réponse digne à ces calculs tout à fait indignes était une forme d'exil. Ceci aurait au moins l'avantage du prestige. Il serait résident anglais à l'étranger, comme Somerset Maugham ou Graham Greene, sans leur talent. Ce scénario avait de nombreux avantages. Il pourrait vivre à l'hôtel, toujours l'hôtel, et passer ses journées assis au soleil jusqu'à ce qu'il soit à court d'argent. Alors, bien sûr, il lui faudrait rentrer chez lui, à ceci près que dans ce contexte, l'expression chez lui aurait perdu ses associations sinistres. La mort suivrait à son heure, toujours avec l'espoir d'être accompagné d'une personne connue ou inconnue. Il avait beau essayer, il ne voyait ni Sarah ni Mrs. Gardner dans le rôle, et il ne pouvait s'attendre à ce qu'elle soit présente s'il les avait abandonnés pendant son séjour à l'étranger. Tout bien considéré, il ferait peut-être mieux de rester en contact, et si cela signifiait vivre la fin de ses jours à Londres, alors ce serait le prix à payer. Il renoncerait plus ou moins à sa solitude actuelle, même si les choix qui s'offraient à lui n'avaient que peu d'attrait.
Restait le problème immédiat de Mrs. Gardner, avec son désir d'emménager chez lui, ou plutôt de l'expédier dans l'appartement d'Helena où il n'avait aucun désir d'aller. Pour cela, elle aurait recours à un expédient simple, elle reviendrait chez lui avec ses bagages, et il ne voyait aucune raison valable à lui opposer. Ses argus 185 mans à elle suffiraient, ce serait épuisement temporaire en attendant que son mari réunisse l'argent nécessaire pour lui permettre de s'acheter 8 toits à elle. Mais pourquoi se donnerait-elle le mal d'aller chercher ainsi elle était déjà confortablement logée chez lui? En tout cas, elle ne faisait rien pour élucider un mystère de ses allées et venues, qui restait un obstacle considérable dans leur rapport. Et elle n'y changerait rien. Il se demandait même si son mari savait où elle était, à ceci près qu'elle avait de très bonnes raisons de rester en contact avec lui, notamment par le truchement de l'ami avocat qui, d'après elle, lui offrirait ses services gratuitement. De cela, il ne doutait pas non plus. C'était une jolie femme et, compte tenu des lois actuelles, elle avait droit à une compensation. Et elle avait besoin d'une adresse pour être opérationnelle. Il ne pouvait s'empêcher de se rappeler leur déjeuner à Venise, où il lui avait demandé si elle aimait toujours son mari. Oui, avait-elle répondu, et elle avait eu une expression de nostalgie distante. Cette expression avait cédé la place à une autre, totalement opaque, qui pouvait le lui reprocher. Elle n'était pas obligée de révéler les désirs secrets qu'elle pouvait éprouver. Malgré tout, il ferma soigneusement sa porte en quittant son appartement. Il se demanda même s'il devait dire un mot au gardien. Puis il se reprocha sa sottise. Toutefois, ceci était encore un rappel lui signifiant qu'il était resté seul beaucoup trop longtemps. Le fait qu'il continuait à penser à elle comme à Mrs. Gardner alors qu'il l'appelait Vicky dans la conversation était peu un révélateur. Qu'était à savoir de quoi cela renvoyait, à son sens, à son altérité radicale, qui restait son charme le plus puissant. Par comparaison, l'attitude légèrement condescendante de Sarah était moins engageante. Mais Sarah et lui avaient une histoire en commun, et pas seulement la leur. Contemporains, ils avaient les mêmes souvenirs. Du point de vue de l'âge, ils étaient compagnons de route. D'ailleurs, ils ne pouvaient imaginer la vie sans elle, indépendamment ou non de l'amour. En fait, à ce stade, l'amour était superflu, car il avait déjà eu lieu. Il était inutile d'aller voir encore de ce côté-là. Toutes ces spéculations étaient troublantes. Il décida qu'une longue promenade lui ferait du bien, de préférence loin du monde du travail, qu'il ressentait maintenant comme un reproche. Il traverserait Hyde Park et reviendrait par l'Albert Hall. Quant à ses propriétés, puisque propriétaire il était, elles devaient courir leurs risques. Il avait une grande envie de renoncer à toute responsabilité. La responsabilité avait été son lot depuis aussi longtemps qu'il se souvenait. Alors qu'il mettait son manteau, le téléphone sonna. Il se dit qu'il n'était pas obligé de répondre, mais l'habitude fut la plus forte. Ici Sarah, je voulais juste te remercier pour le déjeuner. Tu avais raison, la cuisine était excellente. Oui, mais je voulais te dire que j'ai décidé d'aller passer quelques jours dans ma maison, pour voir si tout va bien. Tu comptes rester combien de temps 187 à 11 années 1,0 seulement de quelques jours. Je descendrai plus longtemps pour Pâques. Je te l'ai dit, oui, tu me l'as dit. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Les méfaits de l'âge. Arrête, Sarah. On dirait que tu tiens à te faire passer pour une ancêtre. Cette canne, par exemple. Toi, tu te débrouilles très bien. Comment fais-tu? Rien, justement. Tu es beaucoup plus caustique autrefois. Caustique, dit-il, surpris. Critique. Ah, je défends mon droit de l'être. En fait, je me suis senti très coupable de ne pas t'avoir accompagné chez toi. Je voulais marcher un peu, et je n'étais pas très pressée de rentrer dans ce fameux appartement. Comme tu dis, ce fameux appartement. Pourtant, il paraît que ces appartements-là sont très recherchés. On me demande des renseignements. Pas plus tard qu'hier encore, mais c'était un terrain dangereux. Il ne fallait en aucun cas s'aventurer hors des limites. Si je parais grincheux, c'est probablement parce que j'ai trop longtemps vécu seul. Oui, je sais. Tu crois qu'un jour nous aurions pu? Oh non, certainement pas. Tu étais trop prudent pour moi. Je voulais une vie plus aventureuse. C'est drôle que nous nous soyons retrouvés 188 avec pas salon. On ne va pas recommencer cette conversation, elle ne nous fait aucun bien. Ils se turent quelques instants, le temps de digérer sa leçon sur le temps. Quand pars-tu en France? Lundi prochain. Alors si tu téléphones et que personne ne répond, ne t'inquiète pas dire je te revois quand? Pour déjeuner encore?
Pourquoi pas, je devrais rentrer d'ici 8 à 10 jours, je t'appellerai. Si tu le dis, il raccrocha, contrarié. Devait-il à son âge avancer malgré tout, cette déconvenue, cette réticence, cette quête d'un remède? Il aurait bien voulu guérir de sa pathologie inexistante qui n'en était pas moins une maladie très réelle. Le désir était-il vraiment mort, ne laissant dans son sillage que des fantasmes? Était-ce illusoire de penser qu'il avait le choix? Poussé par le désir de mettre les chances de son côté, il prit son chapeau et sortit à grands pas, décidé à prouver à tout témoin éventuel qu'il était encore capable d'initiative personnelle. Et si un doute surgissait, il serait énergiquement, résolument ignoré. Il décida de sacrifier à ses intérêts de propriétaire de se rendre chez Helena dans l'intention de mettre un pied d'appartement en vente. Il pensait pouvoir ainsi financer ses séjours sur les rives de la Méditerranée qui, avec l'arrêt des jours où le soleil se levait plus tôt, commençait par être plus plausible, plus plaisant. Si le temps était toujours froid, il contenait la promesse de jours plus chauds à venir. Cependant, il se sentait quant à lui assez impatient pour attendre l'amélioration survenant le matin. Il entendait les pigeons. Leur chant mélancolique semblait incarner l'Angleterre et ses lenteurs qui gagnaient ses moindres mouvements, paralysaient son initiative. Au soleil, il retrouverait un peu de sa vigue de jadis, pourrait légitimement renoncer à ses allées et venues consciencieuses dans des rues familières. Du même coup au seul fantasme qui l'avait obsédé et dont il voyait maintenant qu'il avait peu de chances de se réaliser. Du même coup, il se débarrasserait de liens qui devenaient problématiques, voire pesants. Comment y parvenir? Il ne le savait pas trop. Il savait seulement où passer, comme le paix, noir en soie qu'il avait rapporté de l'hôpital et qui traînait maintenant sur le sol. Il le ramassa et le posa sur le lit. Il n'irait pas jusqu'à ouvrir les portes des placards, comme s'il redoutait ce que leur contenu révélerait d'absence ou de présence. Il était totalement déplacé dans cet endroit. Le salon était tel qu'il le connaissait, à l'exception d'une autre tasse avec sa soucoupe, également sale, sur la bibliothèque. Il prit l'exemplaire d'Emma qui avait été ouvert et reposé face contre la table, et se demanda quelques instants qu'en faire. À l'évidence, Mrs. Garner avait cherché un réconfort momentané dans Jane Austen puis avait renoncé à son soutien. Il ne pouvait la blâmer, elles avaient peu de choses en commun. Il se demanda où elle était, bien que ce fût là une spéculation vaine. Il laisserait un message à son intention, lui demandant de l'appeler. Il décida de mettre sans plus attendre cet appartement sur le marché. Il était sûr de ne plus vouloir le revoir. Il examina les lieux une dernière fois. Une partie de lui-même enregistrait les points forts de son bien d'après les critères du marché actuel, tout en se sentant très détaché de tout sentiment de propriété. Il nota que les pièces étaient plus grandes que chez lui, mais l'atmosphère curieusement confinée. S'il quittait facilement son appartement le matin, et il avait hâte de le faire, il aurait du mal à s'extirper de cet espace lugubre. Oui, peut-être resterait. Il assit toute la journée dans l'attente d'un visiteur fantomatique tel que lui on se rappela son rêve de l'appartement où il manquait une fenêtre, qui 193 les couloirs à moquette et pans, dans l'escalier. Il s'approcha de la première fenêtre quête d'un signe de vie à l'extérieur, mais ne vit arrêt d'autobus désert. Dans un silence quasi-to guetta avidement un bruit de pas ou l'apparition passant, ni apparition ni bruit ne se produisit. Cette absence sensorielle le conforta dans sa conviction que jamais il ne pourrait vivre là, pas plus que Gardner, pour laquelle il éprouva une bouffée de circhi. Aucune femme ne pouvait être assignée à résidence ici sans être victime de l'isolement dont avait souffert Helena. Il comprit que ses gestes de bonne volonté et Helena comme envers Mrs. Gardner avaient été comme légèrement insultants, des actes de charité chacune avait rejeté avec hauteur. Il éprouva un dé, renouvelé pour ses propres calculs. Tandis qu'il inspectait les pièces, le silence de encore plus palpable. Il n'y avait aucun signe de sécession des lieux, hormis le lit défait, avec les inévitables sacs, à la place où il les avait posés l'autre jour. Dar cuisine, 2 tasses avec leur soucoupe, sale, étaient posées sur la paillasse. Avait-elle, même ici, trouvé des compagnies, ou plus vraisemblablement, les avait laissés là pour que quelqu'un d'autre les lave? Il fut instant ému à la vue des tasses fragiles et désuètes. Mère avait eu un service à thé analogue, de ceux qui utilisaient dans les années 30 pour recevoir. Signorieur de distinction au même titre que des choses bien cirées et un sac à main assorti. Tout ceci apartait 192 étrangers au passé,
comme le peignoir en soie qu'il avait rapporté de l'hôpital et qui traînait maintenant sur le sol. Il le ramassa et le posa sur le lit. Il n'irait pas jusqu'à ouvrir les portes des placards, comme s'il redoutait ce que leur contenu révélerait d'absence ou de présence. Il était totalement déplacé dans cet endroit. Le salon était tel qu'il le connaissait, à l'exception d'une autre tasse avec sa soucoupe, également sale, sur la bibliothèque. Il prit l'exemplaire d'Emma qui avait été ouvert et reposé face contre la table, et se demanda quelques instants qu'en faire. À l'évidence, Mrs. Garner avait cherché un réconfort momentané dans Jane Austen, puis avait renoncé à son soutien. Il ne pouvait la blâmer, elles avaient peu de choses en commun. Il se demanda où elle était, bien que ce fût là une spéculation vaine. Il laisserait un message à son intention, lui demandant de l'appeler. Il décida de mettre sans plus attendre cet appartement sur le marché. Il était sûr de ne plus vouloir le revoir. Il examina les lieux une dernière fois. Une partie de lui-même enregistrait les points forts de son bien d'après les critères du marché actuel, tout en se sentant très détaché de tout sentiment de propriété. Il nota que les pièces étaient plus grandes que chez lui, mais l'atmosphère curieusement confinée. S'il quittait facilement son appartement le matin, et il avait hâte de le faire, il aurait du mal à s'extirper de cet espace lugubre. Oui, peut-être resterait-il assis toute la journée dans l'attente d'un visiteur fantomatique tel que lui. Il se rappela son rêve de l'appartement où il manquait une fenêtre, qui 193 étrangers l'avaient si fort alarmé et compris que le rêve n'avait servi qu'à déguiser la réalité de ses visites dominicales, de ces pièces où il se trouvait. Il fit une dernière inspection. Il ne nota de traces de Vic dans la salle de bain, 2 serviettes de toilette par terre et un tube de pâte dentifrice presque vide à côté du lavabo. En tournant les talons pour partir, il remarqua un sachet de thé utilisé sur le rebord de la baignoire. On sortit aussi silencieusement qu'il était entré. Malgré son envie de verrouiller la porte, il la laissa telle que l'avait laissée Mrs. Gardner, et partit à la recherche du gardien. Seul un autre homme pourrait le renseigner sur ses allées et venues, se dit-il. Mais il n'y avait personne au sous-sol. Plutôt que de s'éterniser sur place, et puisqu'il n'avait aucun désir de retourner à l'intérieur, il chercha un café et choisit l'endroit le plus fréquenté qu'il put trouver. Il avait brusquement envie de régler cette affaire au plus vite, comme si le temps était d'une importance primordiale, ou plutôt d'anéantir le spectre du temps qui serait peut-être nécessaire pour qu'il puisse se débarrasser de cet endroit. Le soleil, pensa-t-il, comme s'il était un païen ignorant, redoutant tous les lieux sombres, la nuit, l'hiver et toutes les formes d'abandon. Après le calme mortel de l'appartement, la vie de la rue lui parut presque exotique. Il trouva un bar, s'assit avec soulagement, regrettant de n'avoir pas apporté son journal. Le café était bon, plus fort que celui qu'on lui aurait servi près de chez lui, le genre de café qui eût été du goût des Européens exilés, s'ils existaient encore, n'avaient aucune obligation, ni de se presser ni de faire 194 étrangers traîner en longueur. Cependant, la tâche qui l'attendait lui semblait caractérisée par l'urgence, ne fût-ce que celle d'avoir l'affaire derrière lui une bonne fois pour toutes. Il faudrait bien entendu contacter Mrs. Gardner, ceci, il l'espérait, mettrait fin à ses relations avec elle. Au moins Phil n'aurait plus aucune responsabilité envers elle. Ce qui surviendrait ensuite serait affaire de choix personnel, et il aurait autant voix au chapitre qu'elle. À son retour, il trouva le gardien en train de balayer les marches devant l'immeuble. « Bonjour, dit-il. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Je m'appelle Sturgy. Je suis propriétaire de l'appartement de feu Mrs. Sturgy. J'aurais dû vous prévenir que je l'avais prêté à une amie, mais je ne pense pas qu'elle s'y installera. Vous êtes monsieur, appelez-moi Arthur. Tout le monde m'appelle par mon prénom, tous les résidents. Voyez, ça fait tellement longtemps que je suis là enfin, ça changera d'ici quelques mois, quand je prendrai ma retraite. Je ne crois pas que je serai remplacé. En tout cas, pas pour un salaire pareil. Entrez donc. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. À vrai dire, je ne suis pas fâché de vous voir. Ça ne me plaisait pas, ce que j'entendais dans cet appartement, les pas et tout le reste. Et puis je n'ai plus rien entendu du tout. On dirait qu'il n'y a plus personne. Mais on ne peut pas laisser un appartement vide de nos jours. Même pas dans ce quartier. Les vandales, les squatteurs, vous me comprenez, je m'en occupe. Je ne vais pas habiter là moi-même. 195 étrangers, je le vendrai probablement dans un futur proche.
Je vais vous laisser mon numéro de téléphone, Arthur, et vous informerai de mes projets dès que je les connaîtrai moi-même. Il se peut que je parte à l'étranger, dit-il, bien que cette perspective, une fois de plus, lui parut fantaisiste. C'était, bien évidemment, le prix à payer pour des décisions solitaires ne concernant que celui qui les prenait. Mais ceci le renvoya dans le domaine des conjectures. Or, ce dont il avait besoin à présent, c'était de décisions fermes, pratiques, et aussi réalistes que possible de préférence. Si vous êtes décidé à vendre, dit l'homme, vous en tirerez un bon prix. J'allais me faire du thé. Je ne veux pas vous retarder. Vous savez, je pourrais vous trouver un acquéreur, sans problème. On est déjà venu aux nouvelles. Ça vous éviterait de passer par une agence. Vous me comprenez? Très bien. Je vous serai très reconnaissant. Nous pourrons en discuter quand. Si vous voulez prendre une tasse de thé avec moi, on pourrait parler du prix. Et il faudrait que je sache comment vous contacter. Je vous donnerai mes 2 numéros, dit-il en suivant l'homme dans son appartement en sous-sol. Oh, ça semble beaucoup plus lumineux ici. Et c'est vraiment bien aménagé. La pièce était agréable en effet, à l'évidence, très utilisée. 2 chaises et une petite table indiquaient qu'on se tenait beaucoup dans cette cuisine. Une 196 bouilloire déjà remplie attendait. Docilement, il s'assit. Cet homme le considérait manifestement comme un âne en matière d'achat et de vente, mais il ne faisait guère de doute que, entre eux deux, c'était lui qui avait l'avantage. Oui, c'est la patronne qui s'occupe de tout ça. Notez qu'on ne sera pas fâché de tourner la page. On a une petite maison dans l'Essex, très agréable. C'est pour ça que j'attends la retraite avec impatience. Alors si on pouvait se mettre d'accord au plus vite, bien sûr. Je vous contacte dès que possible. Il subit un long compte-rendu de tous les aménagements de la maison de l'Essex, les chambres avec salle de bain attenante, les portes-fenêtres, le système stéréo dernier cri, puis il se leva pour prendre congé. Je vous recontacte, répéta-t-il. Si vous voulez enlever des affaires personnelles, vous devriez le faire maintenant, mais c'était pousser un peu trop loin l'esprit d'entreprise. Il y eut un autre échange de politesse. Enfin, il se trouva libéré. Il se demanda alors quand et comment transférer ses fonds, et réfléchit aussi au problème crucial de la commission attendue. Fallait-il compter 100 livres, 500, pour plus de sûreté? Il opta pour 500, supposant que c'était le tarif en cours. Il n'avait pas l'expérience de ce genre de transaction, n'ayant jamais profité d'avantages financiers et ayant toujours été rigoureusement correct en la matière. Sans doute la maison dans l'Essex avait-elle bénéficié des commissions d'Arthur 197 étrangers. Peut-être s'était-on attendu à ce qu'il donne tout de l'argent, en gage de bonne foi, mais le banquier en désapprouvait ses versements au noir. Naturellement on ne parlerait jamais de la transaction, une enveloppe passée discrètement de la main à la main, ou posée cette table de cuisine. 500, décida-t-il, et on parlerait plus. Pour 500 livres, il serait débarrassé sans s'occuper de rien. Restait le problème de comment annoncer la nouvelle à Mrs. Gardner, ou plutôt, restait le difficile problème de Mrs. Gardner elle-même. Un pragmatiste fort résolu en allant habiter avec elle dans l'appart, mais en s'installant dans une vie conventionnelle, comme il avait toujours rêvé de le faire. Une solution fort et séduisante. Il avait laissé un message lui demandant l'appeler, mais il doutait qu'elle le fasse, car sa méthode de communication préférée semblait être de débarquer à l'improviste. Ensuite, il y aurait le problème de convaincre de libérer les lieux, même si elle affirme trouver l'appartement aussi détestable qu'il en était venu à le juger lui-même. Elle constituait toujours une menace, car elle semblait éternellement déracinée. Cela dit, il n'avait pas à assumer la responsabilité de ses mouvements. En continuant à le faire, il trahit ses propres faiblesses. Les autres amis de Mrs. Gardner, Dottel attendait qu'il la loge, éprouverait peut-être fait une réticence aussi grande que la sienne. Aujourd'hui elle avait eu des vues sur son petit appartement du jour où elle y était entrée. Il s'en rendait compte. Présent 198. Le souci de propriété, les siens ou ceux des autres. Ce n'était que dehors qu'il se sentait sans entrave, maître de lui-même. Sans doute était-ce pour cela qu'il déambulait tant, et non, comme il l'avait cru, parce qu'il était affamé de visage. L'air était son élément, la pesanteur, son état idéal. Il y avait peu de chances que cela continue indéfiniment. Il était dans sa 74e année, toujours en assez bonne santé, mais il avait tendance à se fatiguer vite, comme un petit enfant. Seule sa volonté lui permettait de tenir bon,
et il ne devait pas l'abdiquer. Il fallait donc refuser de devenir une proie, même si l'effort devait être ou paraître disproportionné. Il aurait tant souhaité une solution qu'il n'aurait pas eu à trouver lui-même. À n'en pas douter, c'était un désir très commun, une passivité délibérée qu'il ne pouvait approuver, même s'il y aspirait. Il se rappela qu'il était un homme mûr, il devait tenir bon. En même temps, il regrettait de ne pouvoir compter que sur lui-même. Mais ceci aussi était un regret fort commun, déplacé chez un adulte. À ceci près que les autres semblaient vaincre cette difficulté, à commencer par Mrs. Gardner. L'air le revigora. Il inspira profondément, indifférent aux autres ce qui était nouveau. Chaque pas semblait le cuirasser davantage contre de nouvelles invasions. Il aurait aimé discuter de ses problèmes avec quelqu'un, Sarah étant la mieux placée pour cela. Elle l'aurait regardé avec étonnement, se serait moquée de ses scrupules, l'aurait blâmé comme toujours et se serait lancé comme d'habitude dans un feu nourri de critiques par étranger pour une fois. Il aurait bien accueilli tout cela. Sarah n'était pas en ville et il voulait régler l'affaire plus vite. Malheureusement, Mrs. Gardner ou injoignable, et le resterait vraisemblablement gîté ce qu'elle décidut, le revenir dans son orbite à lui voyait que trop clairement pourquoi il n'avait pas avec les femmes. Il avait été trahi par son désir voir sous un bon jour. Même lorsqu'elle était festement en faute, il avait eu ses reproches. Il y a venu celle qui, déconcertée par sa retenue, s'était silement éloignée. Ceci aussi, se dit-il, était une affaire classe, sa politesse lui ayant été inculquée par dépit trop désireux de ne froisser personne. Il n'avait jamais pu vaincre cette prédisposition, et ne réussissait pas considérée comme une vertu. Seul quelqu'un qui l'a connue depuis l'enfance aurait pu la voir ainsi. Mais de l'innocence était passé depuis longtemps. Contre attente, l'âge de raison se révélait assez décevant. 21 Ses lectures se réduisaient maintenant aux journaux intimes, carnets, mémoires, à tout ce qui relevait de la confession. Il était en quête d'exemples de déconvenus, de déceptions, plus que de victoires sur les circonstances. Les circonstances, il le savait, l'emporteraient toujours. Ces grands archétypes du passé, ceux qu'il avait toujours recherchés dans les romans classiques, se terminaient en général sur une note de réussite, de pardon, qui n'était pas pour lui. Faute de ce réconfort, il se trouvait face à son propre échec, un échec qui ne se mesurait pas en termes matériels, mais se traduisait par la réalité de sa vie bornée. Il savait, avec une lucidité plus vive que jamais, qu'il n'avait réussi que dans des tâches matérielles et qu'il n'avait pas su se forger une réputation reconnue par d'autres. La preuve, s'il en fallait une, c'était qu'on ne sollicitait plus sa présence et que sans la structure de la journée de travail, il était perdu, obligé de chercher le réconfort dans les expédients qu'il pouvait imaginer pour lui-même. Sa vie de lecture et de promenade était invisible aux autres, ses amitiés, si plaisantes jadis, de sang un étranger s'étaient restreintes jusqu'à disparaître presque complètement. Les souvenirs ne lui étaient d'aucune utilité, au reste, même commençait à être érodé par l'absence de confirmation quant à l'amour, il avait disparu pour de bon. Quels que soient les projets qu'il élaborait, il ne serait ni ne pourrait être conçu comme une réussite. Sarah était partie, et leur dernière rencontre, il le voyait bien, ne les avait satisfaits ni l'un ni l'autre. Chacun reflétait les changements déplaisants survenus chez l'autre. Compatissant en toutes circonstances, il s'était seulement montré galant et jovial, attitude qui avait peu de chance de plaire à une femme qu'il avait connue intimement autrefois. Elle avait un passé dont il connaissait trop peu de choses, seulement les grandes lignes, un mari, relégué à présent à une sorte de préhitoire, une maison en France où elle allait séjourner de temps à autre, une vie vécue sans enthousiasme. Une existence bien différente de celle qui l'avait tant fasciné pendant les années où sa détermination le subjuguait, même quand il en faisait les frais. Maintenant, elle ne voyait en lui qu'un vestige de son propre passé glorieux, un vestige peu flatteur au demeurant. Il était consterné par les changements survenus chez elle, qui l'accablaient d'une façon dont elle n'avait pas l'habitude. La maladie, le handicap, réel ou imaginaire, était un masque recouvrant une détresse bien différente de son ancienne impatience. Elle et lui se retrouveraient de temps à autre, mais le plaisir ne tarderait pas à prendre un tour ironique, comme si la répétition d'un rituel était un substitut 1,112, acceptable de ce qui avait un sens autrefois. Leur seule consolation, si l'on pouvait utiliser ce mot en le cessérant, c'était qu'ils savaient l'un et l'autre à quoi santé avait décidé que cela valait mieux que rien.
et s'il pouvait parler à la place de Sarah à cet égard ni à aucun autre, il pensait qu'elle partageait son sentiment. Elle et Shek les unissaient donc d'une façon qui ne les enchante vraiment ni l'un ni l'autre. Les circonstances, ce qui avait jadis été leur jeunesse semblait maintenant devenir un mythe, les injures de l'âge constituaient terrain commun qu'il trouvait plus facile à tolérer. C'est Sarah, à l'évidence. Il avait été entraîné à rester dit l'ombre, à faire son devoir consciencieusement mais si ostentation, et il y avait gagné une endurance dont ne s'enorgueillissait pas. Pour une femme, il le savait ou croyait le savoir, l'épreuve devait être encore plus rude. L'orgueil de Sarah s'était toujours nourri de succès auprès des hommes, de l'assurance inébranlable qu'elle pouvait commander à ses sentiments, qu'eux auraient toujours le choix. Maintenant, elle avait moins le choix que lui. Seul le souvenir de leur attachement subsistait, ainsi que certains moments d'affecti, lorsqu'elle lui prenait le bras, s'appuyait contre lui. Il retournait ensuite à sa vie, celle qu'elle menait présent et qui, à l'évidence, ne lui plaisait guère. Le dé qu'il avait pour les confidences, la connaissance totale l'autre, restait insatisfait. Quant à Mrs. Gardner, elle le rendait encore plus perplexe, même si cette perplexité contenait un élément de mystère qui aiguisait sa curiosité. La sympathie étrangère qu'elle avait fait naître chez lui au départ était désormais caduque, et pourtant, l'irritation qu'il éprouvait à endroit le stimulait en un sens. Il voulait se débaisser d'elle, tout en souhaitant connaître la suite de l'histoire. Il se souvenait l'avoir entendu dire qu'elle de la chance, et le sentiment qu'une providence bienveillante veillait sur elle. Il avait trouvé cela absurde mais n'avait pas eu le cœur de la contredire. Suffisait-il en effet d'être prêt à penser que tout y bien, une attitude qui l'englobait, lui, il accédera ses désirs ou du moins lui prêtait-elle s'est intentie sous l'œil bienveillant de l'entité à laquelle elle confère son destin. Et si ses désirs n'étaient pas immédiatement satisfaits, elle ne le prenait pas mal, et les réitérait périodiquement, comme elle l'avait fait sans aucun doute reprenant contact avec son mari, ou ex-mari. Il y a venu la matière à comédie plutôt qu'à tragédie, le charme cette femme tenait à cela. L'ennui, c'était que ceux qui ont confiance en leur destin pèsent en général assez lourd sur les autres. Ils ne pouvaient compter sur sa présence, son absence laquelle était au compte fait préféré, qu'aussi longtemps qu'elle l'avait décidé. Ses désirs lui en l'occurrence ne faisaient pas le poids devant cette curieuse insouciance, pour laquelle son admiration ne démentait pas. Ces réflexions l'avaient momentanément d'humeur philosophique, aussi fut-il presque contrarié d'étendre la sonnerie du téléphone. Il n'était pas prêt à envisager de nouvelles initiatives, du moins pas pour l'instant. Il décida d'être le décisionnaire dans tous 204 circonstances. Il eut 111 litres 111 litres 3% ITG. Il était inutile de se mettre à la place des autres de leurs problèmes, et de sympathiser, ce qu'ils eurent sans doute. Sa sympathie, se dit-il, était un instant et le resterait. Ici Arthur, annonça une voix. Arthur, votre appartement. J'ai une dame qui est elle aimerait savoir combien vous en voulez. Oh, il n'avait aucune idée de la valeur de l'appartement. J'aurais dit une somme qu'il estimait astronomique. Il entendit une conversation indistincte, car une main avenue était placée sur le micro du combiné. Pas de problème, entendit-il à volume normal. Dame s'appelle Mrs. Fitch, elle dit qu'elle va déjà mais qu'elle pourrait vous rencontrer cet après-midi si ça vous va mais certainement. Disons 14h30. La main fut replacée sur le micro. 14h30. C'est parfait, monsieur, ajouta-t-on. À l'évidence, Arthur était la cheville ouvrière de ces négociations. 500, ce serait bien. Pour pouvoir prouver sa bonne foi, il alla tout DRC à la banque. Il se faisait rouler, sans aucun doute un douce. Cela avait-il de l'importance? Il n'avait pas d'état d'art à propos de cet appartement, mais il avait été le domaine d'Helena, pour laquelle il eut une pensée, et dont présence avait semblé si palpable lors de sa étrangère et tout à fait irréelle visite. L'argent était presque inconnu, les événements paraissaient choisir à sa place, il n'avait pas encore décidé ce qu'il ferait. Trop agité pour rentrer chez lui, il prit un taxi pour l'appartement, impatient de se présenter, comme si c'était lui le demandeur plutôt que cette Mrs. Fitch. Il trouva Arthur au sous-sol, en train de faire du thé. Il posa l'enveloppe sur la table sans commentaire. Sans plus de commentaires, elle fut mise dans un tiroir. On lui offrit une tasse de thé, qu'il accepta. Ça a été rapide, dit-il. Oui, vous savez, elle avait déjà demandé une ou deux fois.
Je n'ai rien voulu dire pendant que votre amie était là, mais maintenant qu'elle a l'air d'être partie. Comme je vous le disais, on ne peut pas laisser un appartement vide par les temps qui courent. Elle revient à 2h30, vous avez dit, elle est partie déjeuner avec sa fille. C'est pour sa fille qu'elle veut revenir à Londres. Elle habite la campagne et ne sait pas si elle va garder sa maison là-bas. À mon avis, elle n'est pas dans la misère. Elle sait ce qu'elle veut et comment l'obtenir ainsi. Il y avait une enveloppe de sa part à elle aussi. Quelles nouvelles améliorations allait-on mettre en train maintenant dans la maison de l'Essex? Un chauffage par le sol, peut-être? Il éprouva de l'admiration pour cet homme qui, lui aussi, savait ce qu'il voulait et comment l'obtenir. Je vais aller manger quelque chose, dit-il. Merc, de votre aide, j'imagine que cette affaire pourra accent circonflexe TR, 206, clé dès que nous aurons échangé les noms de nos airs. Qui, il ne faut pas que ça traîne. Je pense que c'est un dernier prix. Il y a un petit restaurant au coin de la rue si vous voulez déjeuner. Mais si j'étais vous, je serais, retour avant 2h30 et c'était mon intention. Je tourne à gauche ou à droite à gauche. Et merci, un monsieur fut encore ajouté, mais dans la foulée, cette fois-ci. Cela, du moins, était acquis. Oh, comme toujours, lorsqu'il se retrouva à l'air libre, il eut le sentiment d'avoir été relaxé, d'être libéré de la propriété, de ses charges afférentes, des négociations. Le remède à ses fréquents accès de désarroi, pensa-t-il, était simplement de rester dehors aussi longtemps que possible. Ses forces lui paraissaient soudain s'épuiser rapidement. Il trouva le restaurant et s'assit lourdement, posa sur le menu un regard distrait, contrarié d'avoir encore une décision à prendre. Il n'avait pas faim et n'avait envie que d'un café, mais commanda un plat de pâtes, dans l'espoir d'y puiser une énergie bien nécessaire. De l'autre côté des fenêtres, le temps paraissait beau, plus que lorsqu'il avait quitté son appartement, mais froid. À Saint-Paul-de-Vence, où se trouvait Sarah, il devait faire bon. Soudain, il fut impatient de la voir rentrer. Elle était son amie intime et donc sa plus sévère critique. Mais même sa sévérité serait la bienvenue un jour comme celui-là, où il était dépouillé de ses vieilles associations. Bien entendu, il serait content d'être débarrassé de ces 207 étrangers endroits, et était en un sens reconnaissant de la rapidité avec laquelle l'opération avait été menée, mais il aurait aimé avoir plus de temps pour savoir où il allait. Il regagna le sous-sol d'Arthur juste après 14 heures, se disant qu'il n'avait plus le droit d'entrer dans son appartement, ou plutôt celui d'Helena, même s'il en était toujours propriétaire. Il se demanda vaguement comment annoncer la nouvelle à Mrs. Gardner, qui avait toujours un jeu de clés. Il décida de laisser Arthur régler le problème. Une fois qu'elle aurait été dépossédée, et donc rendue à son état naturel, elle se manifesterait tôt ou tard. Mais c'était un vieux problème, un de ceux qui restaient insolubles. Une voix de femme perçante, accompagnée par des bruits rassurants d'Arthur, lui fit reprendre conscience que l'affaire du jour restait à conclure. Il se détacha du mur contre lequel il s'appuyait et, debout, attendit résolument l'arrivée de Mrs. Fitch qui, à en juger au timbre de sa voix, était aussi résolue qu'il était préoccupé. Lorsqu'elle fut descendue, ils se trouvèrent face à face. Arthur suivait. Il fut surpris en constatant que Mrs. Fitch était âgée, plus que lui-même, mais cela ne semblait guère ébranler son moral. Au contraire, elle l'examina étroitement, comme si elle s'attendait à premier chez lui une faille essentielle. Ceci, une fois encore, était une affaire de classe. Podsturgie, annonça-t-il en tendant la main. Mrs. Fitch, je suppose je suis assez pressé. Vous savez, j'imagine que ça ne va pas prendre longtemps si vous voulez bien me donner le nom de votre 208, terre, inotaire. J'ai écrit ici le nom et l'adresse du mien. Qu'en pensez-vous pouvoir? Comme je vous l'ai dit, dès que possible elle prit la carte qu'il lui tendait et l'examina. C'est un cabinet honorablement connu, je crois. Peut-être ai-je même déjà rencontré ce monsieur. Vous l'avez comme notaire depuis longtemps. Il sentit qu'on jugeait ses références. Oui, depuis que j'ai pris ma retraite, Tito, il faudra vider l'appartement. Naturellement, j'ai mes meubles, et certains ont de la valeur, plus de valeur que ceux de la pauvre Helena, lui faisait-on sentir. Si vous voulez prendre quelque chose, peut-être vaudrait-il mieux le faire maintenant. C'est mon gendre qui s'occupera du déménagement, à moins que vous n'ayez quelqu'un qui... Non, je n'ai personne, s'est énoncé lugubre Laurie Fia. J'habite un petit appartement, je n'ai pas de place.
Je ne veux rien de ce qu'il y a ici. Vous comprenez bien qu'il va falloir déblayer les lieux, oui, à moins que vous ayez l'usage de quelque chose. Je crois que tout est tel que ma cousine l'a laissé, jusqu'aux tasses et aux soucoupes il y eut un reniflement à peine audible. Je regrette, ce n'est vraiment pas mon goût. En fait, cela me rendrait service que vous disposiez de tout ça, ou que vous l'aimeniez. Si vous êtes venu en voiture ce n'est pas le cas, et je vais devoir vous laisser ce été extrêmement soin. À moins qu'Arthur, qui a Jean, lui n'avait rien payé, pas de problème, dit Arthur. Si de cet échange désolé, je n'ai pas dans ce cas, monsieur, je suis mémoire des noms. Sturgis, soudain excédé. Si vous voulez jeter un aniltre coup d'œil, je vous laisse avec Arthur une ou deux choses à faire. Ce qui n'était pas vrai repasserait avant de rentrer chez moi. Il dit ceci à intention d'Arthur plus qu'à celle de Mrs. Fitch. Il a hâte de se mettre hors d'atteinte de cette voix. Inutile poursuivre la discussion. De plus, il était scandalisé. Helena, cette tasse et soucoupe avaient été rejetées à mépris, comme son goût. S'il devait prendre fait et ça pour les intérêts de quelqu'un, il volerait à la dérive de ceux d'Helena, ainsi que de tout ce qu'elle reprêtait, même si cela n'avait pas été dépourvu de prétendu peut-être avait-elle souffert d'une certaine anxiété, ceci tout en la masquant vaillamment. Son service à thé est peut-être le seul vestige de son ancienne vie, avant qu'il ne la connaisse. Il ne trouvait rien à redire à son goût, le jugeait même tout à fait respectable, canapés au bec compris. On eût dit qu'il était voué à subir la tyrannie de femmes intraitables. Or certaines étaient moins imbiques que d'autres. Il se promena au hasard dans le quartier afin de faire retomber l'antagonisme très réel que cette femme réveillait en lui. Il ne trouva pas les alentours sluas, pégou que les autres fois, mais les rues paraissèrent. 210 accompagnait la veinure mille envie de revoir Mrs. Fitch, mais sans doute était-il redevable à Arthur, qui avait arrangé toute l'affaire. Il v. Il découvrit à sa grande consternation, mais aussi avec le plus grand intérêt, qu'il avait perdu le contact avec son passé. Seuls deux souvenirs subsistaient, celui de son ancienne maison, avec sa géographie intime, et celui de son bureau à la banque, où il avait été si longtemps chez lui. Ces deux lieux lui apparaissaient maintenant sous un jour moins amical. Le climat du premier avait été assombri par des indices de l'échec de ses parents, de leur désaffection. Il n'y avait pas eu de rire dans la maison, peu de visiteurs pour rompre le morne cours de la vie familiale. Seul subsistait le décor de cette vie et il avait cherché à le quitter pour son premier et unique
s'il devait les voir maintenant, il prendrait 160 la mesure. C'était un âme mec de revoir Mrs. Fitch, mais sans doute était-il redevable à Arthur, qui avait arrangé toute l'affaire. Il voulut rentrer chez lui et tourner la page sur cet appartement. Il sonna à la porte de celui du sous-sol, où il fut promptement introduit. Une tasse de thé, non? Merci. Je suis venu vous dire de prendre tout ce que vous voulez là-haut. Je n'ai l'usage de rien, c'est très gentil de votre part. Vous savez, on a nœud à faire. Mais certaines choses pourront nous rendre service. Elle sait ce qu'elle veut, c'est là, elle veut me mâcher le travail, faites ci, faites ça. Enfin, je ne vais pas m'éterniser ici, je vous envie. Et vous avez fait du bon travail, J. Vous suis très reconnaissant. Un billet de 10 livres, changea de main et fut enfoui dans une poche. Juste une chose encore. Merci, monsieur. J'ai pris sur moi d'ôter les bagages de la dame. Au cas où elle se demanderait où ils sont passés, il ouvrit un placard d'où il tira les sacs de Mrs. Gardner. Vous voulez que je vous appelle un taxi? Ce n'est pas qu'ils sont lourds, juste encombrant. Le désespoir au cœur, il reprit une fois de plus les affaires de Mrs. Gardner, le désespoir au cœur, les installa une fois de plus dans sa chambre. Il y était condamné, semblait-il. Comment en était-il arrivé là? 6 mois plus tôt, il n'avait aucune charge, payait ses redevances, prenait des dispositions pour son propre décès éventuel. Étranger maintenant, il était assailli par les complications, serait bien inspiré d'éviter les imbroglios à l'avenir. C'est qui, cependant, ne serait pas facile. La présence volumineuse des sacs dans sa chambre le prouvait et semblait tourner en dérision son désir de mener une existence ennuyeuse, mais paisible. Comme toujours, les circonstances avaient eu raison de lui, comme de tout le monde. Il éprouvait une toute petite consolation, à savoir qu'en l'occurrence, il n'était pas le seul 22 désormais, ses moyens dépassaient largement ce besoin, et il n'avait personne à qui laisser cet argent. Ce n'étaient pas les bonnes causes qui manquaient, mais comment savoir s'il était dépensé à bon escient? Il souvint des allusions de Mrs. Gardner sur son travail pour une organisation charitable consacrée au sida, elle des sommes considérables récoltées pour les victimes, mais peut-être seulement par l'administration. C'était l'un des nombreux problèmes qu'il ne pouvait résoudre, le plus saillant étant son sentiment d'indignation en songeant au déblai brutal des affaires d'Helena par Mrs. Fitch. Il éprouvait cette indignation au nom de tous ceux qui devaient grimper tout seuls l'échelle sociale, et donc, fatalement en son nom propre. Il ne pouvait se cacher que peu de choses le reliaient à la mémoire d'Helena, hormis ces sinistres visites du dimanche après-midi où il se bornait à jouer le rôle du public. Pourtant, ces visites même avaient fait naître chez lui un certain respect pour une femme qui avait réussi à se fabriquer une vie, toute fictive qu'elle fût. Ses 213 étrangers par an, ses adversaires silencieux mais loyaux, avaient éprouvé le même respect dès qu'elle était entrée dans leur sphère. Ils l'avaient, non sans raison, estimée supérieure à eux, car ils ne pouvaient que constater l'échec de leur propre vie, une vie assombrie par la tristesse de devoir subir les conséquences des mauvais choix qu'ils avaient faits. Mais il s'était juré de ne pas se plaindre tout en se rendant compte que chacun aurait mieux réussi avec un autre partenaire. Son père faisait son devoir, mais avec une détermination sévère, s'acharnant à remplir ses obligations vis-à-vis de l'ordre social. Sa mère, il le percevait maintenant, était aussi malheureuse qu'il l'avait été enfant, aussi solitaire et inquiète que lui. Helena représentait l'accès à un monde plus ouvert. Il se souvenait de son repas de noces, des serveuses attentives, non dépourvues d'une certaine classe, et de la promesse de festivités analogues à venir. Celle-ci n'avait jamais eu lieu, ses parents étant relégués dans des limbes obscures auxquelles elle n'avait guère prêté attention. Sa mère avait souffert lorsqu'on lui avait laissé entendre que d'autres étaient invités à ces festivités. Tout comme lui, il avait pris au sérieux Helena lorsqu'elle lui faisait des comptes rendus d'activités auxquelles il n'avait pas accès. Il comprenait maintenant ce qu'il avait peut-être toujours soupçonné, l'inconsistance de ses impressions et l'erreur que ses parents et peut-être lui-même avaient commise en prenant ce lien passager pour un semblant de famille, eux qui n'en avaient aucune vraie pour remplir le vide. Son père, plus sombrement réaliste que sa mère, n'avait pas caché sa déception. À 214 étrangers sa carrière, même s'il avait conscience que le succès relatif de ses propres efforts l'avait amené à dépasser ses pairs, alors qu'il n'avait cherché qu'à gagner l'approbation de celui-ci en faisant de son mieux. Sa mère, il voyait, avait été inconsolable. À la vérité,
Ils étaient toi malheureux. Son propre malheur avait été supportable à cause de ses projets de fuite, qu'à sa grande surprise avait pu mener à bien grâce à son travail. Or ce que l'aide silence avait imprimé dans son caractère était à un opposé de leur tempérament, une assiduité éperdue, un désir de se rendre utile, de prouver sa bonne volonté en toutes circonstances. Trop gentil, avait décrété Sarah, jugement dont il avait toujours reconnu secrètement la véracité, sa gentillesse était la façon dont il avait appris à réagir l'indifférence, plutôt qu'une tendance naturelle. Il était donc un raté, d'après ses propres critères, et ce n'était qu'en restant jalousement sur son quant à soi qu'il était parvenu à cacher cela aux autres. Il y avait réussi, mais c'était une bien médiocre réussite. Et il se retrouvait dans la même situation que sa mère qui, toutes ces années auparavant, aurait tant voulu faire partie d'un réseau familial qu'elle n'avait pas pu se créer pour elle-même. Dans ce contexte, Helena conservait son prestige, malgré la réalité de son veuvage et la solitude que révélait son appartement immaculé et la majesté de ses prétentions, qu'il n'avait jamais pris la peine de vérifier, car il les considérait comme une armure, même si cet artifice les empêchait l'un et l'autre de dire la vérité. Les vérités, leur vérité, n'avaient jamais été soumises à examen. Ils avaient réussi à maintenir la fiction d'une relation étranger familiale, et il était persuadé qu'elle éprouvait aussi peu de sentiments pour lui que lui pour elle. Sa mort ne l'avait guère affectée. De fait, après avoir vu ce qu'elle avait dû subir à l'hôpital, il était aussi soulagé pour elle qu'il l'eût été pour lui-même en pareille circonstance. Curieusement, il avait été affecté par la vue de l'appartement, si manifestement privé d'une présence humaine, si plein des marques du confort et de l'organisation qui régissaient l'existence de sa cousine, et si sommairement rejeté par l'odieuse Mrs. Fitch, pour laquelle il éprouvait maintenant une vive antipathie. Il aurait préféré laisser l'appartement inhabité un certain temps, quelques mois peut-être, tout en sachant que ce n'était pas raisonnable. Cela aurait été une marque de respect, le même que celui qu'avait dû éprouver sa mère et qui n'avait pas été payé de retour. Ses souvenirs du passé, déclenchés par un détail aussi insignifiant que la vue de cet as à thé fragile et encore Proust, ne contribuèrent guère à calmer sa mélancolie habituelle, et pas davantage la prise de conscience qu'avec la disparition de ce lien, il était désormais vraiment affranchi du passé, ce qu'il ne regretterait pas. En cherchant à se voir tel que les autres le voyaient, il s'avisa aussi qu'il était devenu le personnage qu'il jugeait convenable, l'apparence était devenue réalité. Il était respectable, il n'avait rien à cacher. Mais n'avoir rien à cacher impliquait un vide intérieur et une prédisposition à remplir de fantasmes ce fâcheux espace. À première vue, il n'y avait rien de malséant dans ce désir, ou plus exactement dans son désir de forger une 216 alliance avec une femme, même si l'ajout ce choix ce étranger faisait spontanément remonter maintenant à un passé lointain. Le fait de savoir cela, d'avoir pris conscience que le temps était compté, l'avait poussé à persister dans alliance avec une femme, même si l'ajout ce choix ce étranger faisait spontanément remonter maintenant à un passé lointain. Le fait de savoir cela, d'avoir pris conscience que le temps était compté, l'avait poussé à persister dans cette voie, sans jamais la traduire dans le réel, mais en la considérant sérieusement comme une stratégie possible. Et puis, il avait son autre fantasme, celui de la fuite au soleil, un soleil aussi physique que métaphysique, l'exil dans un lieu sans exigence, et la réalité d'une solitude qui avait toujours été sienne et qu'il n'avait jamais réussi à vaincre.
Son cousin Roland était son modèle de masculinité, et celui de ses parents, à ceci près que Roland avait trahi ses proches en mourant relativement jeune. Ceci avait en tout cas fourni un sujet de conversation, et l'occasion d'une visite de condoléances qui lui avait permis de voir l'appartement pour la première fois. La mort de son père avait donné lieu à une visite en retour, cela s'était reproduit à la mort de sa mère, et après cela, les visites dominicales avaient été inaugurées. Lorsqu'il demandait à Helena si elle était occupée, elle répondait invariablement « Mon agenda est rempli au début », il avait pris cela pour argent comptant. Ce n'était que peu à peu qu'il avait soupçonné que la vérité était sans doute autre, ce qu'avait confirmé sa mort solitaire à l'hôpital. Mais ils étaient tous deux esclaves des conventions et la fiction avait été loyalement préservée. Maintenant, sa cousine avait disparu, et avec elle son dernier lien à sa famille. Il était libre, riche, comme il l'avait jadis tant désiré. Mais ni l'argent ni la liberté ne lui donnaient le sentiment d'avoir la vie plus facile, au contraire. Seul restait le fantasme du choix. En songeant au passé, il essaya de le voir avec les yeux de Sarah. Il trouva l'exercice pénible, car cela revenait à traduire ses erreurs dans une autre langue, c'était donc moins une réflexion sur la jeunesse que sur ce que l'on en avait fait, ce qui l'amenait à envisager sa propre mortalité de très près. Pour Sarah, c'était clair comme le jour, elle se voyait, ou avait choisi de se voir diminuer, dégradée, pas seulement changer, mais changer de façon irréversible. Il avait cherché à dissiper ses peurs, mais aurait mieux fait de les prendre au sérieux. S'il s'en était abstenu, c'était par crainte de la contagion. Ayant récemment pris conscience de ce qui pourrait constituer un danger, il s'obstinait à observer des routines qui avaient perdu leur sens, cherchant à se prouver à lui, même que peu de temps avait passé depuis leur mise en place et qu'il était essentiellement inchangé. Il soupira à la perspective d'une journée seule avec ses pensées. Les limites de la liberté étaient bientôt atteintes. En quittant l'appartement, il ne fut finalement pas fâché de voir Mrs. Gardner descendre la rue dans sa direction, apportant avec elle tous les signes de l'autonomie et d'une absence de regret bienvenue. « Vicky, dit-il, quel bon vent vous amène. Je me demandais où vous étiez passée. » Elle ne semblait pas enchantée de le voir. En fait, elle avait une mine plutôt sévère comme si elle avait quelque chose à lui reprocher. Si on entrait, il ne fait vraiment pas chaud dehors. 218. Ce cas était vrai. Le temps était redevenu gris, sans couleur malgré les bourgeons, l'arrivée hésitante du vert de la nature renaissante. Vous avez pris votre petit déjeuner, s'enquit-il. Je prendrai bien une tasse de café. Comme vous vous en doutez, je ne peux pas entrer dans cet appart inerte. Notez que je ne suis pas fâchée de ne plus le voir. Qu'est-ce qui se passe? On m'a fait une proposition d'achat. Je vous avais dit que j'avais l'intention de le vendre. Et l'acheteuse a beaucoup insisté. Alors je regrette, mais il n'est plus disponible. Je me moque éperdument de l'appartement. Mais mes affaires, vos affaires, comme vous dites, sont ici. Mais plus pour très longtemps, Vicky. Il faut que vous trouviez un autre endroit où les mettre. Plus facile à dire qu'à faire. Je n'ai toujours pas de toit. Pourquoi ne retournez-vous pas chez vous? Sa question semblait si péremptoire qu'il la regretta sitôt posée. Tenez, buvez votre café. Avec une autre dans la place? Non, merci. De toute façon, je pars à New York dans quelques jours. Autant être là-bas qu'ici. Je dois dire que votre attitude me surprend, mais vous saviez que c'était un arrangement purement temporaire. D'ailleurs, ce n'était même pas un arrangement à votre place. J'aurais, 219 étrangers hésite patience. Ma chère amie, vous ne soudain, il père pouvait pas compter sur des étrangers pour vous sortir d'affaires, mais il se rendit compte que c'était ce qu'il avait toujours fait. Ils ne peuvent pas toujours satisfaire vos besoins, pourquoi le feraient-ils? Les gens sont fondamentalement indifférents aux désirs des uns et des autres. Je ne parle pas philosophie dans le cas présent. Je sais seulement que nous sommes ici-bas pour nous entraider. C'est ce qu'on m'a appris en tout cas. Mais votre mari, ne parlons pas de lui. Je suis allée chez moi, si vous voulez vraiment savoir. On a eu une dispute effroyable, le souvenir la fit sourire. Comme bon vieux temps. Alors, non, je ne peux pas retourner là-bas. Et New York? Vous avez des amis qui peuvent vous héberger quelque temps. J'ai des amis dans le monde entier. Il lui avait déjà entendu dire cela. J'aimerais bien que vous me laissiez un numéro de téléphone. Je suppose que vous allez me dire que vous voulez laisser vos sacs ici. Je ne crois pas que ce soit possible, Vicky. Pourquoi? Ce n'est pas un énorme service que je demande. Il se peut que je parte à l'étranger, dit-il, à court d'arguments.
Alors j'aimerais bien que vous trouviez un autre endroit où les mettre. Le visage de Mrs. Gardner s'éclaira. Alors, si vous partez à l'étranger, pourquoi ne pourrais-je pas? C'est hors de question 220 mais il se surprit à sourire. Vous avez rendu les centilitres à gardien, non? Pourquoi? Si vous les voulez, vous pouvez en reprendre. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça, votre part. Il reste du café, comme vous pouvez gifler. J'ai eu une matinée un peu difficile. Il secoua la tête, admiratif. Vous pouvez laisser c'est ça qu'ici à une condition, vous me donnez votre numéro. Ses téléphones portables. H s'avisa que, comme toujours, D ne lui avait posé aucune question sur ses projets à lui. Dès cela, il lui fut reconnaissant. Ses projets, comme toujours, étaient flous. Mais imperceptiblement, il sentait brandir le désir d'être ailleurs, quoi qu'il pût lui en coûte, loin de cette grisaille. Il ne pouvait plus supporter l'Angleterre, son froid, sa froideur. À sa façon, cette femme avait beaucoup à lui apprendre. Le manque d'attache ne paraissait guère l'affecter, au contraire. Elle s'appuya au dossier de son fauteuil, détendue maintenant qu'elle avait atteint son objectif. Et de fait, les faveurs qu'elle demandait étaient minimes. Cela dit, elle ne voyait pas pourquoi on ne satisfaisait pas ses désirs. D'autres, sans aucun doute, s'étaient trouvés dans la même position et avaient été confrontés au même triomphe de la volonté. Mais elle était tout à fait détendue, les yeux brillants et se remettait les cheveux derrière les oreilles, un geste qu'il se rappelait. Il se demanda s'il pourrait vivre avec une femme comme elle, et conclut que ce serait impossible. Pourtant, elle n'était pas si facile à écarter, et il était sûr qu'elle avait attiré beaucoup d'hommes. Elle serait une partenaire excitante, mais pas pour longtemps. Imagina ces journées, emplies de monologues sans fin déversés dans les oreilles d'amis sans défense. La différence entre eux n'était pas seulement une différence de tempérament, mais plutôt d'âge, de génération. Seule Sarah, il le savait, aurait partagé ses réactions en l'occurrence. L'un des liens qui les unissait était celui de l'âge, et l'arrivée de l'âge pour tous eux était aussi celle de l'austérité et non du laxisme. Qu'allez-vous faire aujourd'hui demanda-t-il à Mrs. Gardner, impatient de la voir partir. Passez voir une ou deux personnes. Mon avocat m'invite à déjeuner. Pourquoi? Vous voulez vous débarrasser de moi? J'ai des choses à faire, dit-il gauchement. Des papiers à trier. Il aurait aimé que ce fût vrai. J'ai été content de vous voir. Message reçu, dit-elle. Bon, eh bien je vous laisse. Votre numéro de portable, Vicky. Elle dévida d'un trait le numéro interminable qu'il nota à la hâte. Vous me préviendrez, ce peut être la prochaine fois que vous serez là. Vos sacs. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce qu'ils sont en sécurité avec vous. Ils se mirent à rire tous deux. Il n'y aurait pas besoin d'autres négociations. Pas lieu non plus, ça t'a plu pas beaucoup. Ça fait très petit bourgeois, tu n'as pas trouvé justement. C'est pour ça que j'ai aimé. Je suis petit bourgeois dans l'âme. Je sais. Il déjeunait à la tête après avoir dûment passé en revue une exposition de tableaux du groupe de Candanton. Même après avoir quitté la maison de mes parents, je ne me suis jamais vraiment senti chez moi, si tu vois ce que je veux dire. Il semblait plus naturel d'explorer Londres comme si j'étais un étranger, de découvrir d'autres quartiers. Je faisais des pèlerinages à Estépole, à l'abbaye de Westminster. Je considérais cela comme des obligations, des visites que les Londoniens devaient faire. Groupe d'artistes britanniques post-impressionnistes, qui se réunissaient souvent dans l'atelier du peintre Albert Sicker à Camden Town, NDT. 223. Quand des touristes me demandaient leur chemin, j'étais surpris et ne me sentais jamais capable de les renseigner.